Alors aujourd'hui, dernière séance sur l'état qui précède un cours sur le bonheur qui va commencer vendredi. Le bonheur, sur la notion du bonheur. Alors, la dernière fois, nous avions abordé la conception hegelienne de l'état et nous avions émis l'hypothèse que l'état moderne se substituait à Dieu. Autrement dit, les sociétés occidentales s'étant sécularisées, ayant tué Dieu, comme l'écrit Nietzsche dans Le Gai Savoir, la nature ayant horreur du vide, l'État a pris la place de Dieu. La question est de savoir pourquoi Nietzsche peut penser cela et est-ce qu'il a de bonnes raisons de le penser. Et c'est là que je voudrais, comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard, je voudrais aborder les écrits d'un autre auteur allemand, euh, qui pour le coup est un philosophe qui a une place particulière dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est un philosophe du droit qui a été l'un des principaux inspirateurs de la conception nazie du droit. Un auteur qui s'appelle Carl Schmitt et qui va développer dans un texte absolument fondamental de la philo-politique du XXe siècle, qui s'appelle La notion de politique. La notion de politique. Euh, Schmitt va développer une conception de la politique et évidemment une conception de l'État. Ce que dit Schmitt dans la notion de politique, c'est que l'État est l'institution qui décide de ce qui est le normal et l'exceptionnel. Autrement dit, l'État est la seule institution qui décide de ce qui est exceptionnel. Je pense que en ce moment, nous le vivons. Et en fait, c'est très précisément ce que le mot État veut dire. Ce que le mot État veut dire. État vient de status en latin, ce qui a donné évidemment en anglais state, okay. C'est l'État. Et que signifie status en latin? Status, ça signifie à la fois ce qui tient, ce qui se maintient, autrement dit ce qui est normal, et ce qui est décidé. C'est le sens du verbe statuer. Statuer, ça veut dire décider. Oui, vous êtes perdu? Vous êtes perdu? Non, c'est bon. Alors, cela signifie une chose suivante. Enfin, ça signifie la chose suivante. Dire que l'État n'a pas le droit de faire ceci ou cela est une absurdité politique. L'État a virtuellement tous les droits. L'État a virtuellement tous les droits, puisque c'est lui qui crée le droit dans les situations exceptionnelles. Et comme il décide de ce que c'est qu'une situation exceptionnelle, virtuellement, l'État a tous les droits.
Et en fait, euh, Schmitt, et à mon avis à juste titre, dit que ce qu'est l'État se révèle dans des moments de crise. Dans les moments de crise, on se rend compte de ce que c'est vraiment que l'État. L'État, c'est l'institution qui a tous les droits. Oui. Bah, c'est pas qu'il a tous les droits, c'est qu'on le voit en fait qu'il a tous les droits. Euh, L'État peut tout faire, y compris nous enfermer chez nous. C'est une situation, je, je pèse mes mots, hein, qui n'a eu de réalité qu'au Moyen Âge. Le fait d'enfermer, de confiner les gens chez eux, c'est une situation exceptionnelle, puisque elle ne s'est pas répétée depuis le Moyen Âge. Au Moyen Âge, pour contrer les épidémies, on enfermait les gens chez eux. C'est la preuve, d'une certaine manière, c'est ce qui se révèle dans cette crise, que l'État peut tout faire. L'État peut tout faire. Hein. Y compris, il y avait un article du Spiel, je crois, qui est un magazine allemand, qui disait que la France c'était le royaume de l'absurdistan. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte de l'étendue des pouvoirs de l'État quand on arrive au Monoprix. Le rayon chaussettes est entouré d'un cordon sanitaire et que manifestement il est extraordinairement dangereux de s'aventurer à acheter des Playmobil pour ses enfants parce que tout simplement l'État ne veut pas. Là on est dans une gestion une régulation du marché de la chaussette et du jouet qui rendrait turbo-libéral en fait le partisan le plus acharné de l'économie dirigée. Je ferme cette parenthèse. Ce que dit Schmitt, c'est que le droit est créé par l'État ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. C'est vrai que quand je faisais ce cours il y a quelques années, mes élèves me regardaient avec des yeux ronds. Là, je pense qu'avec cette crise sanitaire et économique, vous voyez très bien quelles sont les implications de cette thèse. Et surtout, à quel point elle peut correspondre à notre réalité. Alors, c'est une thèse qui s'appelle en droit le décisionnisme. Le décisionnisme, c'est la thèse selon laquelle le droit est le produit d'une décision politique. Ouais. Alors, Schmitt s'oppose à ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, c'est-à-dire l'idée selon laquelle euh, ce que peut faire l'État, les décisions qu'il peut prendre, sont subordonnées, sont conditionnées par des textes de loi, des normes constitutionnelles et des traités internationaux. Il y avait un président du Conseil de l'Union européenne qui affirmait qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie en dehors des traités européens. Euh, je crois que c'était Mario Draghi. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un peuple ne peut pas décider de son propre destin si ce destin va à l'encontre des traités européens. Okay. Ça, c'est typiquement une conception forte de ce qu'on appelle l'état de droit,
on considère effectivement qu'on ne peut pas on ne peut pas agir en dehors d'un certain cadre juridique, y compris pour le modifier. Alors, ce que va dire Schmitt, que justement, puisque c'est l'État qui crée le droit dans des situations exceptionnelles, l'état de droit est une fiction politique. C'est la fiction d'un État qui, en fait, gère, mais ne gouverne pas, qui fait de la gestion et non pas du gouvernement. Ouais. Oui, mais le fait est qu'elles sont prises et qu'elles vont à l'encontre de l'état de droit. Ce qui prouve que le cadre de l'état de droit n'est pas insurmontable. Et qu'en réalité, la vérité de l'État se dévoile dans des situations exceptionnelles. Euh, le, la règle budgétaire européenne des 3% de déficit. Euh, la France s'est longtemps assise à côté d'elle. Là, c'est carrément dessus qu'elle s'assoit. Cette règle du déficit de 3%, elle est impraticable et pourtant elle fait partie du cadre européen. Là, l'État, la République française dit bah ça va pas être possible très clairement le déficit à 3%. On va plutôt vers un déficit de 10-15%. Okay, on a emprunté comme jamais. On a emprunté comme jamais pour faire face au plan de relance. Et là, on se dit bah, enfin, est-ce que vous avez pendant 6 mois entendu quoi que ce soit qui venait de Bruxelles? Hein, l'Union européenne n'existe plus là virtuellement. Ils ne font strictement rien. On voit renaître d'une certaine manière les États qui prennent des décisions seuls. La seule chose que l'Union européenne ait faite, c'est effectivement emprunter massivement et essayer de conditionner ces emprunts à un certain type de réformes. Et manifestement, il y a certains États qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, je pense à l'Autriche. Et donc, la thèse de Schmitt, effectivement, c'est que l'État doit être pensé sur le modèle de Dieu. C'est-à-dire à la manière dont on a pensé les attributs divins dans la métaphysique classique jusqu'au XIXe siècle. Autrement dit, pour Schmitt, l'État, c'est un Dieu qui est sécularisé. Je lis un extrait d'un texte qui s'intitule Théologie politique. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Et c'est vrai non seulement dans leur développement historique, parce qu'ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l'État, du fait par exemple que le Dieu Tout-Puissant est devenu le législateur omnipotent, mais aussi de leur structure systémique dont la connaissance est nécessaire pour une analyse sociologique de ces concepts. La situation exceptionnelle a pour la jurisprudence la même signification que le miracle pour la théologie. C'est seulement en prenant conscience de cette analogie de situation
qu'on peut concevoir l'évolution qu'ont connue les idées concernant la philosophie de l'État au cours des siècles derniers. Car l'idée de l'État de droit moderne s'impose avec le déisme, avec une théologie et une métaphysique qui rejettent le miracle hors du monde et récusent la rupture des lois de la nature, rupture contenue dans la notion de miracle et impliquant une exception due à une intervention directe du souverain dans l'ordre juridique existant. Le rationalisme de l'Aufklärung, c'est-à-dire des Lumières, condamna l'exception sous toutes ses formes. C'est fou à quel point il a raison. La conviction théiste des auteurs conservateurs de la contre-révolution put dès lors tenter d'appuyer la souveraineté personnelle du monarque avec des analogies tirées d'une théologie théiste. Alors, qu'explique Schmitt dans ce texte? Schmitt explique qu'il y a tout un courant de pensée conservateur qui va penser l'État sur le modèle de Dieu. En gros, à quoi ressemble Dieu? Dieu, c'est un être tout-puissant qui régit la nature selon des lois, et de temps en temps, il y a des miracles, c'est-à-dire des événements qui ne s'expliquent pas par les lois de la nature. Grosso modo, c'est ça Dieu. Dieu est un être tout-puissant, législateur, qui peut créer des miracles, donc des exceptions aux lois de la nature. L'État, c'est pareil pour les conservateurs, pour ces penseurs contre-révolutionnaires. Et je reviendrai sur ce paradoxe. Et Schmitt explique qu'il y a une autre conception de l'État, qui est celle de l'État de droit, qui est directement héritée des Lumières, directement héritée de l'Aufklärung. Et pour les Lumières, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'exception. L'exception n'existe pas. La situation exceptionnelle, en fait, peut être intégrée à des lois qui les rendent totalement prévisibles. Ok. Donc vous avez d'un côté ces conservateurs théistes qui sont persuadés que l'État est le maître de l'exception, et vous avez d'un autre côté des théoriciens issus des Lumières qui pensent que l'État doit être soumis à des lois qu'il ne crée pas. Qu'il ne crée pas. Ouais. Des penseurs conservateurs, théistes. Redites-moi la phrase. Maître de la situation exceptionnelle, maître de l'exception. Alors ce qui est intéressant, c'est que les penseurs contre-révolutionnaires, qui sont profondément hostiles à la Révolution française, des penseurs qu'on appelle réactionnaires, comme Joseph de Maistre en France ou Louis de Bonald, qui sont des royalistes convaincus, sont ceux qui vont prendre au sérieux la Révolution. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? C'est un événement exceptionnel où l'État est renversé et un autre État crée du droit à partir de rien. La déclaration de 1789, d'une certaine manière, on peut dire que, bon, c'est faux historiquement, mais on peut dire que c'est un acte juridique fondateur d'un nouvel État. Ce n'était pas le cas évidemment en 1789, jusqu'en 1790, 80. Oui, je ne veux pas dire de bêtises, mais la monarchie n'est instaurée qu'en 1792, il me semble. 91, je ne sais plus. 91. Mais en gros, on peut dire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un acte juridique fondateur. C'est de la création de droits
à partir de rien. Bref, ce qui est étrange, c'est que les penseurs contre-révolutionnaires ont une conception révolutionnaire de l'État, alors que les penseurs issus des Lumières vont chercher à expurger toute dimension révolutionnaire, toute dimension créatrice de droit à l'État, de l'État plutôt. Et en fait, l'État moderne est tiraillé entre ces deux conceptions. Je pense vraiment qu'on a beaucoup de chance de vivre à notre époque, en tout cas dans le cadre de ce cours, parce qu'on le voit, mais c'est tellement flagrant que enfin, c'est frappant, quoi. C'est frappant. En fait, l'État est sans cesse tiraillé entre deux questions. Ce qu'il faut décider et comment on décide. Et en oscillant en fait sans cesse entre ces deux questions, l'État moderne est en crise. Il court à sa perte. Ça va me servir de conclusion, mais au fond, l'État moderne est pris entre euh, deux modèles. Vous avez d'une part le modèle de l'État-providence. L'État-providence, c'est euh, un terme qui est d'abord critique, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que c'est que la providence? C'est le destin que Dieu nous réserve sur cette terre. La providence avec un grand P. Okay. Et parler d'état-providence, c'est vraiment parler d'un État qui pourrait administrer nos vies comme Dieu pourrait le faire. Et au fond, l'État est cette institution, on en parlait un petit peu, c'était quand? C'était hier. L'État est cette institution qui va accorder des droits à ses sujets. Alors, il y a un texte de Tocqueville, un auteur qu'on a déjà du cours sur la liberté, qui est saisissant parce qu'il annonce vraiment ce que c'est que l'État-providence et le danger qu'il peut représenter. C'est un texte qui est célébrissime. Je le lis dans son intégralité. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas, il les touche et ne les sent point, il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les dans l'enfance.
Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. On dirait la fête des voisins, ça. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière, il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliqueuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître, il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Hein. Euh, toute, toute ressemblance à des situations existantes ou ayant existé est évidemment faite exprès. Ça, c'est le modèle de l'État-providence, c'est le modèle selon lequel l'État nous distribue des droits, nous rend de plus en plus dépendants de lui et brise ainsi dans l'œuf toute possibilité d'émancipation par rapport à l'État. Et alors, il y a un autre modèle qui est concurrent, mais dont on peut voir que en réalité, il se complète, c'est le modèle de l'État entreprise. Avant, on parlait de gouvernement, maintenant, on parle de gouvernance. Et ça veut tout dire. Quand on vous parle de gouvernance, il faut vous méfier. Ça veut dire que les managers sont dans la place. Alors, la gouvernance, c'est un concept qui émerge à la fin des années 60, début des années 70, dans le cadre de l'entreprise. Et évidemment, comme beaucoup de saloperies, il faut dire les choses, ça vient de Grande-Bretagne. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance? La gouvernance, c'est un système de management qui vise à soumettre les cadres exécutifs à des principes éthiques à limiter le plafond d'endettement et à rendre l'investissement le plus court-termiste possible. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise soit rentable, que ses projets soient rentables tout de suite, à l'échelle d'1 ou 2 ans. Ce qui vous explique la durée de vie de la plupart des PDG des entreprises du CAC
ou du Nasdaq, généralement, c'est 4 ans, grand maximum. Il y a des exceptions qui confirment la règle, mais globalement, c'est ça. Et évidemment, quand on applique ce modèle managérial et entrepreneurial à l'État, eh bien, il faut rentabiliser le service public. Et ça nous a donné, en France, évidemment, cette fameuse réorganisation des services hospitaliers qu'on est en train de payer, mais tellement cash que ça fait quasiment plaisir. J'en ai fini avec le cours sur l'État que je vous distribuerai. Il fait officiellement 23 pages. Bon appétit. Il faudra de texte, ouais. Enfin de texte. C'est un cours, quoi. C'est un petit bouquin de 23 pages. Il faudra me le lire pour la semaine prochaine. Oui. Il y a aussi les textes que j'ai lus. Ouais. Ouais, ouais. Les textes sont intégrés au. Je ne fais pas un corpus mais cela dit, il y a relativement peu de. Enfin, c'est beaucoup moi qui écris, quoi. Ok, il faudra l'avoir lu, ce cours. Ok. Il me reste combien de temps là? À peu près 20 minutes? 15? On commence un nouveau cours, chapitre liberté, justice, droit, État. 6. Liberté, justice, morale, État, bonheur. 5. Chapitre 5. Le bonheur. On est content. Faut-il que nous soyons heureux? Oui. Faut-il que nous soyons heureux? C'est une question qui se pose de manière pertinente quand on sait qu'apparemment, il y a 20% des Français qui ont des pensées suicidaires à cause du confinement. Allez, la pêche. Faut-il que nous soyons heureux? Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas du tout cinématographique, c'est-à-dire que je vais vous demander de travailler, voilà, et vous allez me faire l'analyse du sujet et la problématisation. Faut-il que nous soyons heureux? Vous allez me faire en gros l'introduction de ce sujet de dissertation. Ben, ça fait 4 introductions de dissertation qu'on fait ensemble. Bah oui, la liberté, la morale, l'État. Pardon? Ah oui, vous faites ça sur le cahier, ouais. Ouais, tout à fait. Faut-il que nous soyons heureux? Analyse du sujet et problématisation. Vendredi, j'interroge du monde. Et problématisation. Ouais, en gros, il faut faire l'analyse du sujet et la problématisation, comme je viens de le dire. Ok? Faut me dire ce que signifie que faut-il. À mon avis, il faut peut-être même commencer par là. Et ce que c'est que le bonheur. Ce que c'est qu'être heureux.
Alors, le bonheur et être heureux, heureux, c'est l'adjectif du bonheur, en fait, hein. Oui, c'est un petit peu comme si vous me disiez, monsieur, beau, ça n'a rien à voir avec la beauté. Si. Allez, vous bossez.